aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur le sujet «Comment choisir le meilleur statut pour votre activité?». Alors comme d'habitude, le temps que, tout le monde se connecte, je vais rapidement, représenter le hibou et expliquer ce qu'on fait. Donc en fait, on est une plateforme, spécialisée de freelancing IT. On met en relation des freelances, IT avec des grands groupes. Donc aujourd'hui, vous êtes plus de 100 000 inscrits sur notre plateforme. On fait une croissance de plus de 56 en 2023 et l'objectif de chiffre d'affaires, de 2024, ça va être, 120 millions. On est partout, un peu partout en France, enfin présent un peu partout en France et aussi, à Montréal, donc au Canada, à Bruxelles, en Belgique et nos principaux clients, vous pouvez voir en dessous, donc on a le Crédit Agricole, AXA, La Poste, et cetera. Avant de commencer, on voulait faire un peu, des petites questions. Donc, on va vous les partager dans le chat. Donc, n'hésitez pas à répondre, à ces questions. C'est un petit sondage. Donc, la première question, c'est quel est votre statut actuel? Donc, vous pouvez répondre en cliquant sur la réponse qui vous correspond le mieux. Ok, donc on voit que pour l'instant, il y a 26 personnes qui ont répondu. On voit que la micro-entreprise, est en train de prendre, le large, quoique les salariés, et les personnes Ouais. sans activité sont bien représentés aussi. Ok, super. On a une autre question. Du coup, je vais vous la partager tout de suite. Quel est votre chiffre d'affaires mensuel réel ou estimé? Alors je crois qu'on avait mis en il y a peut-être une petite coquille, parce qu'on avait mis entre 10 000 et 15 000 et plus de 15 000. Après, s'il y a des Ah personnes qui gagnent oui, plus de 150 000, de CA mensuel, bah, ravi bravo, de ravi de vous faire intervenir à la fin du webinaire pour connaître la recette miracle. tellement. Ok, génial. Et dernière petite question. Et la question est, est-ce que vous êtes en mission en ce moment? Donc oui avec le hibou, oui sans le hibou et non. Beaucoup de noms. Ouais, Du bout un avec peu pas mal de, ouais, pour vous. pas mal de réponses. On a une quarantaine. Génial. Ouais, du coup, on va pouvoir commencer le webinaire. Donc, moi, je suis Héloïse Vigne et je suis en charge de tous les événements chez le Hibou et de la partie RSE Impact. Et Maxime, je peux te laisser te présenter. Oui, merci. Et donc, je m'appelle Maxime Boucher, je suis le cofondateur de Jump. J'en profite d'ailleurs pour remercier Héloïse et puis toutes les équipes de Le Hibou qui ont préparé ce webinaire et qui m'ont invité aujourd'hui à intervenir sur ce sujet des différents statuts pour les indépendants. Donc, ravi d'être ici et je l'espère, vous éclairer un petit peu sur ce sujet. Voilà. Est-ce qu'on attend Ouais. encore, peut-être quelques secondes, Héloïse pour, démarrer ou on y Bon, je va? pense qu'on peut commencer et les retardataires, Ouais, ça fera arriver les retardataires. allez, faisons comme ça. Eh bien, je reprends la main, sur, les différentes slides. Petite, parenthèse du coup, je vois effectivement que, parmi l'audience qui est, présente aujourd'hui, bah, finalement quasiment tous les statuts sont représentés, hein. Donc on a effectivement un échantillon, on va dire, représentatif du marché. C'est ce qui est pas surprenant, parce qu'on est assez nombreux aujourd'hui à être connectés pour ce webinaire. On voit, des personnes en entreprise individuelle, en SASU ou en URL, en portage salarial, des, salariés, des personnes qui effectivement sont sans activité, et aussi un peu tout type de chiffre d'affaires. Et la raison, pour laquelle on a posé aussi ce sondage, bah, c'est première chose pour savoir un peu à qui on avait affaire, et puis deuxième chose, vous le verrez parce que finalement, tous ces paramètres sont importants. Le choix d'un statut, et je commencerai, limite par ça, n'est pas un choix qui va, nécessairement vous accompagner non plus, toute votre vie. Il peut y avoir un statut qui est adapté à, différentes phases de sa vie, qu'elles soient personnelles comme professionnelles, et on peut effectivement, choisir d'en changer, au fur et à mesure selon, ses objectifs, et selon d'ailleurs aussi, son chiffre d'affaires, et c'est pour ça que les questions étaient aussi intéressantes. Heu
pour me représenter. Je me suis présenté, en tout cas, mon nom, Maxime Boucher, cofondateur de Jump. Petite intro sur Jump pour vous sachiez aussi à qui vous avez affaire. Jump, c'est une société que j'ai cofondée avec mes associés en 2020, avec l'ambition de remettre, on va dire, au goût du jour des modes d'emploi, des formes d'emploi qui étaient un peu oubliées, ou en tout cas, je dirais, à minima poussiéreuses, en tout cas méconnus, qui sont d'un côté le portage salarial et de l'autre côté la coopérative d'activité et d'emploi. Voilà, c'est deux formes d'emploi aujourd'hui qu'on a complètement, je dirais, retravaillé, repackagé chez Jump pour les remettre à disposition du grand public et leur permettre de s'auto-emparer par notre intermédiaire des avantages du salariat. Et donc, évidemment, cette activité m'amène à côtoyer tout un tas d'indépendants ou de salariés qui envisagent et donc cherchent à choisir leurs différents statuts. Évidemment, on a du coup une connaissance assez fine, assez précise de ces sujets-là. Et donc, je vais essayer de vous éclairer sur les différents statuts qui s'offrent à vous. Alors, disclaimer, je ne suis pas comptable. Je ne pourrais pas répondre forcément à toutes les questions très précises sur des détails de comptabilité, etc. Mais l'avantage, par contre, de l'autre côté, c'est que ça me force aussi à avoir une grille de lecture qui est assez, je dirais, générale et assez claire, en fait, sur les grands piliers et les grandes différences entre les différents statuts. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je vous invite, avant de rentrer définitivement dans le vif du sujet, à poser toutes vos questions sur le chat qui est à droite. Moi, j'aime bien y répondre au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à les mettre. Si je peux y répondre dans le feu d'action, je dirais, je le ferai. Et puis, si je ne l'ai pas fait, ne vous inquiétez pas, on tâchera d'y répondre à la fin. Puisque on essaiera de terminer 10 minutes avant pour se laisser 10 minutes de questions-réponses. Il est 12h07, donc je me lance sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Un petit sommaire rapidement. On va passer à travers les différents statuts possibles. On va essayer de les ranger en différentes catégories. Et ensuite, on va essayer de décliner par... très difficile de comparer les statuts, donc j'ai essayé d'avoir une approche qui soit vraiment segmentée, je dirais, par zone d'intérêt, quoi. L'éligibilité des statuts, comment est-ce qu'on peut y accéder, sous quelles conditions, les modes de protection, retraite, chômage, mutuelle, etc. L'accès au logement, à l'emprunt. On aime bien traiter ce sujet parce que ça montre aussi que les moments de vie perso et pro sont intimement liés quand on est freelance, et donc c'est important d'y penser. La complexité administrative, le coût de chaque statut et les charges qui y sont associées. Les possibilités de collaboration. On est freelance un jour, demain peut-être qu'on veut s'associer à d'autres personnes. Comment le faire, avec quel statut on peut le faire, etc. Et donc, voilà, on tâchera d'y voir plus clair. Les différents statuts possibles. Donc, il y en a 3. On les a classés en 3 grandes catégories. Les premiers sont les statuts qui sont proposés par ce qu'on appelle des employeurs professionnels. Alors, ce n'est pas un terme officiel, mais je trouve que c'est un terme qui est assez clair, puisqu'en fait, ce sont des statuts qui sont proposés par des entreprises, finalement, qui sont des entreprises privées. Alors, Jump, ça peut en être d'autres, et qui proposent des statuts de portage salarial et de coopératives. Voilà, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les entreprises individuelles. En fait, même on pourrait dire par exactitude l'entreprise individuelle, parce que on retrouve deux régimes, la micro-entreprise et l'entreprise individuelle. Mais en fait, la micro-entreprise est un régime, n'est pas un statut à part entière, est un régime spécifique de l'entreprise individuelle. Donc on crée une entreprise individuelle, y est associé le régime de la micro-entreprise ou non, selon certaines conditions qu'on verra par la suite. Et enfin, les sociétés. On les appelle les sociétés parce que, quand bien même elles sont unipersonnelles, individuelles, utilisées par un indépendant, ça n'en reste pas moins des sociétés à part entière avec voilà, tous les avantages, les inconvénients, peut-être en termes de complexité administrative, etc., qui viendront s'y associer. Donc voilà les 3 grandes catégories, je dirais, de statuts qui s'offrent aujourd'hui aux travailleurs indépendants lorsqu'ils souhaitent lancer leur activité. On a Alors, déjà une première ouais, question. effectivement, je lisais en parallèle la question de Michael.
Ce que je vous propose, si ça concerne Jump spécifiquement, j'ai prévu quand même de parler, de nous plus en détail à la fin. Donc peut-être que je garde cette question, Mickaël, plutôt pour la dernière partie et là, on va essayer de rester sur des choses un peu génériques. Voilà, l'éligibilité des statuts. On reprend ces grandes familles, avec quand même une nuance portage, coopérative. Le portage est un, mode de travail qui est assez, il faut être honnête, assez sélectif, dans le sens où, il y a une convention collective propre au portage salarial, qui impose certaines conditions d'éligibilité, qui sont en l'occurrence, la nécessité de facturer à des entreprises. Alors, heu, dans l'audience, d'aujourd'hui et donc les personnes à qui on s'adresse parmi vous, a priori, principalement des consultants, a priori plutôt des consultants aussi dans l'IT ou des domaines qui y sont proches. Donc, a priori plutôt compatible avec ce modèle, mais en tout cas, je le précise, il faut facturer à des entreprises, c'est-à-dire des prestations de conseil, voilà, de services, et non pas, vous voyez, vendre potentiellement, des objets et cetera, encaisser du cash. Voilà, c'est ça le sujet. Ça ne peut pas être géré par une entreprise de portage. Heu il faut avoir un bac+2 ou 3 ans d'expérience dans son domaine, dans son secteur d'activité. Pareil, vous êtes potentiellement principalement, concerné, enfin, comment dire? Vous répondez probablement à ce critère, mais voilà, important à noter. La coopérative de son côté, et je rentrerai plus en détail tout à l'heure dans la différence entre les 2, est plus ouverte parce que, elle ne fixe pas cette contrainte en termes d'expérience ou de diplôme. Elle exige aussi plutôt que vous facturiez les entreprises, qui est plutôt votre cas. Mais donc globalement, c'est un modèle qui est, lui, beaucoup plus ouvert et qui laisse pour autant, on le verra après, la possibilité d'obtenir, au même titre qu'en portage salarial, les avantages du salariat, c'est-à-dire un CDI, des bulletins de paie et cetera. La micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. On va parler de la micro-entreprise spécifiquement. Ce qu'il faut retenir, si je dois à chaque fois, vous voyez, j'ai utilisé un terme, c'est les plafonds. Il y a des plafonds. Il faut l'avoir en tête. Il y a un plafond, de TVA, donc à partir duquel la TVA est applicable, à partir de 39 200 € et il y a un plafond aussi de chiffre d'affaires, à partir duquel le régime de la micro-entreprise n'est plus, applicables et donc l'entreprise individuelle reprend le dessus, avec des charges qui sont différentes, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, hem, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle sont des modèles très accessibles, très ouverts, mais il faut retenir ces plafonds et bien négocier, je dirais, ces virages. Hem, enfin, le EURL et la SASU, pas de plafond, pas de restrictions particulières, sur l'usage que vous souhaitez en faire. Donc voilà, des modèles qui sont, pour le coup, effectivement, très ouverts. Voilà, sur l'éligibilité des statuts. À nouveau, même si là, ça vous donne une bonne connaissance des différents, critères, a priori, étant utilisateur ou en tout cas, voilà, proche de l'EHIBou, vous êtes a priori, éligible à tous ces statuts-là, si je devais résumer. Les modes de protection. J'ai essayé de rentrer là plus en détail sur, quels sont vos droits, au chômage, quels sont vos droits à la retraite, la mutuelle, votre assurance responsabilité civile professionnelle, la protection de votre patrimoine personnel. Voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement importants parce que, hem, vos objectifs peuvent varier. Pour certains d'entre vous, ça va être effectivement, maximiser vos revenus à tout prix, et c'est parfaitement entendable et c'est parfaitement, justifié. Il va y avoir une certaine stratégie. Pour d'autres, ça va être, voilà, j'ai été dans le monde du salariat pendant longtemps, j'ai pas envie de perdre les avantages du salariat, voire en fait, j'ai tout simplement envie de me protéger, hein, au-delà de tout ça, et donc voilà, le choix du statut va aussi dépendre de vos objectifs, personnels. Le chômage. Je vais commencer même principe en portage et coopérative. Vous avez en portage ou en coopérative, les mêmes droits qu'un salarié classique. C'est-à-dire que vous cotisez au régime général des salariés, et donc à ce titre-là, vous êtes éligible à des cotisations, chômage et donc, très certainement, l'ouverture à ces droits-là, lorsque vous irez ouvrir votre dossier. Donc c'est un élément à noter. La retraite, même principe, vous êtes au régime général des salariés, vous avez donc les mêmes droits qu'un salarié classique et donc vous cotisez à la retraite à ce titre-là. La mutuelle, elle, est obligatoire en portage salarial, c'est-à-dire qu'elle sera incluse aux simulations que vous ferons,
vos sociétés de portage, enfin en tout cas les sociétés de portage auxquelles vous vous adresserez. Même principe pour l'assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, j'ai envie de dire finalement sur ce sujet de la protection sociale, le portage et la coopérative sont des modèles qui finalement sont un peu sans concession. Alors, il y a effectivement un certain niveau de charge qu'on détaillera après, mais en tout cas, si l'objectif est la protection, effectivement, elle est extrêmement forte et extrêmement sécurisante, pour, son activité professionnelle. Ça va différer effectivement par contre sur la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, puisque, alors là, c'est le cas pour le coup de tous les autres statuts, pas de cotisation pour les indemnités chômage. Alors, c'est pas forcément l'objectif, hein, quand on se lance en tant qu'indépendant, en tant que, quand on prend en tant qu'entrepreneur effectivement, mais à noter quand même qu'il n'y a pas ce filet de sécurité si son activité, devait, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, ne pas fonctionner ou pas fonctionner comme vous le souhaitez. Il n'y a pas ce filet de sécurité. La retraite, pour la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, elle est, celle du, régime des indépendants, le régime des travailleurs non salariés. Voilà, elle sera, moins forte, moins protectrice que le régime général des salariés, mais, on est dans un pays où les droits sociaux sont forts et donc évidemment, il y a quand même une retraite qui est associée. La mutuelle et l'assurance, assurance responsabilité civile professionnelle, seront à ajouter, mais c'est tout à fait possible évidemment, d'en souscrire pour, améliorer sa protection. Le URL de ce point de vue-là est identique finalement à la micro-entreprise, rattachement au régime des indépendants, mutuelle assurance à rajouter, pas de cotisation aux indemnités chômage, voilà. Là où la différence est, un peu plus, subtile, je dirais, c'est sur la SASU. Société par action simplifiée unipersonnelle, URL, je répète, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. L'URL est finalement la forme unipersonnelle de la SARL et la SASU la forme unipersonnelle de la SAS. Heu la différence va se faire sur le mode enfin, le régime que vous allez choisir en SASU. Soit, vous êtes un dirigeant, qui se, rémunère, et donc si vous vous rémunérez à ce titre-là, vous êtes ce qu'on appelle, assimilé salarié. J'insiste sur ce mot assimilé salarié parce que vous n'êtes pas tout à fait salarié, vous n'avez pas tout à fait les mêmes droits qu'un salarié classique. Par exemple, vous n'avez pas de, contrat de travail à proprement parler, vous n'avez pas de cotisation chômage, mais vous êtes assimilé salarié, c'est-à-dire que vous allez cotiser à la même retraite qu'un salarié classique et donc de ce point de vue-là, c'est effectivement très protecteur. Si par contre vous êtes en CESU, et que vous décidez, de vous, verser des dividendes, donc non pas un salaire, mais des dividendes à la fin de l'année, vous allez, dans ce cas-là, vous n'allez dans ce cas-là pas cotiser finalement, vous n'avez pas de cotisation sociale, et donc à ce titre-là, vous n'avez pas de droits, associés. Donc effectivement, beaucoup moins protecteur, de, se verser des dividendes. Par contre, moins de charges. Donc on en revient un petit peu à notre, sujet du début et c'est un peu la grille de lecture que j'essaie de vous donner aujourd'hui. Ça dépend de vos objectifs, voilà, à nouveau. Est-ce que vous souhaitez maximiser vos revenus? Vous avez peut-être intérêt à vous verser, des dividendes, si votre trésorerie vous le permet, hein, parce qu'il faudra attendre la fin de l'année. Si vous souhaitez vous protéger, eh bien, vous pouvez, hem, heu, plutôt, choisir de vous verser des salaires. Hem, Petit aparté, petite parenthèse du coup sur le régime, social du dirigeant selon les statuts. Je reviens là-dessus sur les grandes différences. TNS, le régime des travailleurs non salariés, pour l'entreprise individuelle, l'auto-entreprise ou le URL et le régime général des salariés, pour, les SASU, le portage et la coopérative. Hem, je passe à la slide d'après. L'accès au logement et à l'emprunt. J'y reviendrai peut-être juste après, par souci je pense que c'est plus clair de traiter le sujet, par la suite. Alors, en résumé, en SASU, il est préférable de se verser, heu, un petit salaire et de gros dividendes. Heu, alors à nouveau, ça dépend de vos objectifs. Effectivement, d'un point de vue, financier, ce sera effectivement pertinent de le faire. Hem
Par contre, vous avez peut-être, d'autres, intérêts à vous verser des gros salaires et peu de dividendes. Je prends l'exemple, par exemple, si vous avez, en termes de trésorerie, besoin de cet argent-là, presque vous n'aurez pas le choix. Si votre, vous voyez, bon, ça paraît logique, mais vous avez des emprunts, vous avez un mode de vie qui implique de dégager de la trésorerie, bon, beh, vous aurez peut-être plutôt envie de vous dégager des salaires, conséquents pour, voilà, pouvoir vivre de votre entreprise au mois le mois et ne pas attendre le paiement du dividende à la fin de l'année. Mais donc, effectivement, il y a différentes stratégies qui peuvent, s'appliquer. La complexité administrative. Je vais détailler ce point-là. Heu, Portage et coopérative, alors les formalités de création finalement, sont, celles, que vous retrouvez dans les formalités d'embauche, d'un salariat, traditionnel. C'est-à-dire, vous, en tant que potentiel salarié porté en portage salarial ou entrepreneur salarié en coopérative, eh bien, vous allez, tout simplement rentrer en contact avec, l'entreprise ou la coopérative qui va vous porter et puis suivre finalement les démarches de lancement, pour, obtenir votre contrat de travail. Mais donc tout ça est très simple et tout ça est effectivement géré par l'entreprise et donc vous n'avez en fait quasiment rien à faire. Les formalités quotidiennes, pareil, vous n'avez pas de comptabilité, à gérer, vous n'avez pas de, démarche administrative ou de paperasse particulière à faire puisque, finalement la comptabilité en coopérative, elle est mutualisée en fait, hein, par, l'intégralité des entrepreneurs salariés et gérée par, l'entreprise. Même principe en portage salarial, elle est mutualisée, et gérée par l'entreprise de portage salarial, et donc vous n'avez absolument, rien à gérer. Et les formalités de clôture, beh, finalement, elles sont aussi rapides et gratuites parce que le jour où vous souhaitez, quitter, votre entreprise de portage salarial ou votre coopérative, vous leur signifiez, vous déclenchez à ce moment-là, les, formalités de départ. Vous êtes guidé par votre entreprise et donc tout ça, se fait de manière assez, fluide, naturelle parce qu'encore une fois, c'est l'entreprise qui va, gérer ces démarches. En micro-entreprise ou entreprise individuelle, les formalités sont extrêmement simples et gratuites. Voilà, c'est vraiment le format d'entreprise, le plus simple à créer, à constituer. Le lancement est extrêmement simple. Vous pouvez tout à fait aussi, choisir de vous faire accompagner par un outil. Il y a différentes plateformes qui le proposent. Je vais en citer quelques-unes, Legal Start, Legal Place, et cetera. Qui vous permettent, certainement de peut-être de vous rassurer, d'être sûr de ne rien louper. Mais voilà, les choses peuvent se faire, aussi, en totale autonomie et c'est effectivement assez simple. Hem, Quelles sont les formalités quotidiennes? Beh, finalement, tout simplement, je dirais s'équiper des outils dont vous aurez besoin pour travailler. Je le précise quand même parce qu'au dessus, en portage ou en coopérative, finalement, même ces outils-là ne sont pas, enfin, n'ont pas à être souscrits en portage ou en coopérative. En entreprise individuelle, vous aurez à le faire, mais c'est encore une fois, hein, très simple à gérer. La gestion de vos factures, normal, hein, vous êtes indépendant. Potentiellement avoir un outil de facturation si vous le souhaitez. Hem, Ouvrir un compte bancaire aussi, pour encaisser vos revenus, chez Conto, chez Shine, chez d'autres. Et vous allez pouvoir, voilà, de cette manière-là, disposer du compte et des outils pour, pour gérer votre entreprise individuelle. Vous aurez quand même quelques démarches à faire, déclaration et règlement des cotisations. Vous aurez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gestion de la TVA, qui sera applicable dès lors que vous aurez passé ce plafond de 39 200 €. Donc à noter aussi, hein, c'est important d'avoir en tête ce plafond-là, puisque si vous le loupez, vous serez, dans une situation, voilà, irrégulière qu'on pourrait vous reprocher. Donc à garder en tête la gestion de la TVA à partir du moment où le plafond a été dépassé. Et les formalités de clôture, quant à elles, sont, de la même manière qu'en portage. Je les décrirais comme effectivement très simples, et effectivement, gratuites aussi, si vous souhaitez sortir de votre activité. Donc, si je dois résumer, portage coopérative, extrêmement simple, micro-entreprise ou entreprise individuelle, très simple si je dois résumer, EURL et SASU, c'est là que le bât blesse, je dirais, ou que la complexité est un peu plus forte, mais vous pouvez tout à fait être accompagné, pour, le faire. Je vais plus dans le détail. Formalités de création, elles sont plus lourdes. Vous allez devoir créer une entreprise, hein, une véritable entreprise, une URL ou une SASU.
avec toutes les démarches administratives que ça implique, PV d'AG, différentes informations au greffe, le CABIS, toutes les informations que vous devrez récolter, toutes les procédures associées, pour lesquelles, même principe, hein, vous pouvez vous faire accompagner, mais en tout cas, effectivement, les démarches sont plus lourdes. Les formalités quotidiennes aussi sont plus lourdes. Là, on vous encourage très fortement à vous entourer d'un comptable pour gérer votre SASU ou votre URL, pour être sûr de ne rien louper. Vous avez des obligations de comptabilité détaillées, des formalités légales, potentiellement aussi une gestion de paye à faire en SASU lorsque vous versez des salaires. Donc vraiment, faites-vous accompagner d'un comptable pour le gérer. Quant à elle, les formalités de clôture sont plus lourdes aussi et plus coûteuses, pour la simple et bonne raison que c'est une entreprise à part entière et que donc il y a des démarches qui seront effectivement plus conséquentes. Donc moins de flexibilité à ce niveau-là. Ce sujet est important. J'essaie de prendre un petit peu de recul, parce que, et on le sous-estime souvent, heu, lorsque vous devenez indépendant, heu finalement vous devenez aussi entrepreneur. Hem, je dis peut-être une banalité pour certains, mais c'est à noter puisque, en fait, en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas seulement devoir gérer votre mission. Vous allez devoir travailler pour le client avec lequel vous avez convenu de gérer une mission. Vous allez devoir trouver vos prochains clients, donc ça implique de faire du démarchage, de faire de la prospection, etc. Entretenir un réseau, voilà, il y a différentes manières de le faire. Euh, et vous allez devoir aussi gérer votre entreprise, gérer votre comptabilité, gérer vos revenus, etc. Votre facturation, etc., vos déclarations. Donc finalement, vous allez devoir non seulement, pas seulement vous dédoubler, vous allez devoir vraiment vous tripler un petit peu votre scope et vos casquettes. Vous avez une casquette de la personne qui travaille, votre propre salarié en quelque sorte. Vous avez la casquette du gérant d'entreprise qui doit gérer sa boîte, et vous avez la casquette du commercial. Et il faut jongler tout au cours d'un mois entre ces différentes casquettes-là. Et donc ça implique effectivement de devoir bien allouer son temps, devoir bien le gérer pour être sûr de ne pas se faire submerger un petit peu par ces différentes actions. En tout cas, il faut l'avoir en tête, je pense, quand on se lance, parce qu'on a, moi-même ayant été indépendant, trop vite l'impression que voilà, j'ai trouvé mon premier client, je vais me lancer et en fait, je suis arrivé au bout et le reste est terminé. On arrive finalement dans la fin de mission, on réalise qu'on n'a pas le prochain client à trouver, on doit mettre en place une stratégie un petit peu de prospection, savoir s'entourer des bonnes plateformes, le hibou, trouver son réseau, trouver ses anciens contacts, gérer sa compta. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent et donc très important d'avoir ces éléments en tête. Et je voulais ici le préciser pour la complexité administrative, parce que c'est un élément qui est effectivement parfois largement sous-estimé, qui peut être source même de, je dirais, d'angoisse pour ceux qui ont on connaît le terme maintenant, des phobies administratives. Le coût de chaque statut. Alors, 4 catégories à nouveau, partage coopérative. Je vais parler du coût vraiment de fonctionnement. Je vais séparer le coût de fonctionnement des charges sociales qui y sont associées. Le coût de fonctionnement, en portage, en coopérative, il peut être plus ou moins élevé. Alors, je fais une parenthèse chez Jump, on a un modèle qui est par abonnement, donc qui est 99 € par mois avec un engagement de 12 mois ou 149 € par mois sans engagement. Il est plus commun quand même, enfin d'ailleurs même c'est la majorité du secteur, du portage, de la coopérative, de voir un pourcentage qui est prélevé sur votre chiffre d'affaires, qui peut se situer entre, allez, fourchette très large, entre 5 et 12%, donc qui seront généralement effectivement bien plus onéreux que ce que vous pourrez avoir chez nous, et donc on pourra en parler par la suite. En auto-entreprise, finalement, pas de frais de création, pas de comptabilité particulière à payer, si ce n'est un compte bancaire à ouvrir. Il y a plein d'outils pour le faire, qui coûtent 5-6 € par mois. On en a d'ailleurs aussi créé un, je fais une petite aparté, chez Jump, il y a quelques temps, qui est d'ailleurs complètement gratuit. Je vous mettrai les liens après. Mais donc, équipez-vous d'un compte bancaire pour encaisser vos revenus.
EURL et SASU, vous aurez environ 400 € de frais associés à la création de votre entreprise, potentiellement le coût de votre compte bancaire et potentiellement aussi, le coût de, la comptabilité que vous allez devoir payer. Alors à chaque fois ici, vous voyez, j'ai mis des idées, hein, de partenaires. Il y en a tout un tas, hein, d'entreprises sur le marché pour gérer sa comptabilité. Vous avez Acasi, vous avez Dougs, vous avez, plein d'acteurs, différents. Que je vous invite à aller voir Indy, voilà. Mais en tout cas, il faudra prévoir ce coût-là. Donc ça, c'est vraiment le coût de fonctionnement. Les charges sociales, quant à elles, vont aussi, largement varier, selon le, statut que vous allez, choisir. En portage, vous allez avoir alors c'est difficile, hein, à chaque fois de faire une simulation précise. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on peut déduire ses frais professionnels, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais environ, vous aurez environ en portage 45 de charges sur votre chiffre d'affaires. Vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Heu vous allez, tirer à la fin du mois un salaire net, toutes charges déduites de 5 500 € environ. En coopérative, vous allez pouvoir, plutôt dégager 70 de net, 30 de charges sur votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que la coopérative est éligible à certaines réductions de charges auxquelles le portage n'est pas éligible et donc plus le CA est faible, en fait, en coopérative et moins vous payez d'impôts. Donc il peut y avoir des stratégies, ça je vous invite à prendre contact avec nous limite dans un second temps, dans lequel vous cumulez, une auto-entreprise, avec, un certain revenu un peu roulant en coopérative, sur lequel le niveau de charge est assez faible. En tout cas, le niveau de charge, en coopérative est effectivement plus faible qu'en portage salarial. 45 en portage salarial, 30 à 45 en coopérative. Hem Alors, pour la TVA, Étienne, j'y réponds. En fait, il y a une franchise de alors sur ces achats, on peut pas il y a pas la possibilité, c'est ce que je vais, effectivement détailler après, de déduire ses frais, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si vous avez choisi le modèle de l'auto-entreprise, le malheureusement, vos frais professionnels, en fait, seront, une perte sèche. Enfin, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, pas une perte sèche, parce que vous aurez quand même un abattement forfaitaire de 34 avant le paiement de vos impôts sur le revenu. Et il a été mis en place, cet abattement forfaitaire, précisément parce qu'il n'y avait pas la possibilité de déduire ces frais. Donc l'État a dit, bon, ben, on va mettre un abattement de 34 qui devrait couvrir une partie des frais qui sont propres aux auto-entrepreneurs. Mais donc, vous n'avez quand même pas la possibilité de déduire vos frais professionnels. Ça peut comprendre vos achats, ça peut comprendre des indemnités kilométriques pour ceux qui prennent la voiture, ou d'autres frais de logiciels, etc., de matériel informatique, etc., que vous pourriez avoir. Donc, ça fait une bonne transition. Effectivement, en auto-entreprise, euh, à la différence du portage euh, et de l'URL et de la SASU derrière, pas de possibilité de déduire ces frais professionnels en auto-entreprise. Par contre, effectivement, un niveau de charge sociale associé qui est beaucoup plus faible. Vous l'avez vu juste avant, environ 45 de votre chiffre d'affaires en charge en portage, vous n'aurez que 22 en tant qu'auto-entrepreneur, auquel il faudra ajouter par contre votre impôt sur le revenu ou ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire qui vous en dispense, qui est un pourcentage qui est fixe, qui peut être intéressant. Donc 22 de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur et à ajouter à ça l'impôt sur le revenu, ou le prélèvement forfaitaire libératoire. Moi, ma conclusion là-dessus, c'est que si vous n'êtes pas, soumis à l'impôt sur le revenu, eh bien choisissez, choisissez l'impôt sur le revenu puisque vous n'en paierez pas. Si vous l'êtes et qu'il est plus important, choisissez le prélèvement forfaitaire libératoire, ce qui sera plus pertinent. Voilà. En tout cas, si on retient des grands éléments, environ 22 de votre chiffre d'affaires. Hem, Entreprise individuelle, alors le calcul est plus complexe. Il y a une obligation de comptabilité, pas détaillée, assez simple, mais qui est quand même un peu plus complexe à gérer. C'est pour ça qu'on vous encourage quand même, lorsque vous n'êtes plus sous le régime de la micro-entreprise, de choisir le régime de l'entreprise individuelle. Mais donc le taux de cotisation global est autour de 45 voilà, donc assez proche de ce que vous aurez, en portage. En EURL et en SASU, même principe finalement, si vous versez un salaire, en EURL ou en SASU, vous aurez aussi environ 45 de votre chiffre d'affaires qui sera transformé en salaire. Le niveau de charge sera après équivalent. Pourquoi? Parce que finalement, que vous payez un salaire, en EURL, en SASU ou le salaire que vous paiera l'entreprise de portage,
selon votre chiffre d'affaires. Hem, Tout type d'entreprise est finalement, soumis, aux mêmes, cotisations, sur, les différents organismes sociaux et donc à ce titre-là, on ne peut pas réellement faire de magie, et donc le pourcentage du chiffre d'affaires qui sera, capté en charge sociale sera équivalent. Là où il y a une différence, c'est effectivement si vous choisissez, le régime des dividendes en SASU, auquel cas vous aurez ce qu'on appelle la flat tax, qui représente 30. Voilà, 30 de votre chiffre d'affaires. Donc, le modèle peut effectivement être intéressant, pour ceux qui peuvent se le permettre à nouveau en termes de trésorerie, heu, financièrement. Hem donc si je résume, on se situe dans une fourchette qui est entre, 22 pour l'auto-entreprise, heu, 30 pour, les personnes qui se payent en dividendes en SASU ou qui optimisent très bien leur situation en coopérative, jusqu'à 45 pour ceux qui choisissent, de jouer entre guillemets «les règles du salariat», de se payer un salaire et donc d'en avoir les charges sociales qui y sont, associées. Il est possi Quelques questions. Oui. Ah pardon, tu peux finir et après on prendra peut-être les questions, Voilà et donc pour finir, les possibilités d'optimisation, vous le verrez, se situent, principalement sur, les frais professionnels, que vous pourrez, déduire en portage ou sur votre entreprise, URL, SASU, mais que vous ne pourrez pas, déduire en tant qu'auto-entrepreneur. Hem, on a une alors question de Nathan, par exemple, qui dit qu'il est MDPH, RQTH et il demande s'il y a une plateforme ou autre chose qui peut l'aider à la création de sa micro-entreprise. Ouais, alors Nathan, bah, si vous êtes, RQTH, je vais parler pour ce que je connais. Alors je n'ai pas en tête, pour être, tout à fait franc de plateformes comme ça à vous conseiller, pour, je dirais pour, prêcher un peu pour ma paroisse. Chez Jump en tout cas, on a, des salariés portés chez nous qui sont effectivement, RQTH et on a l'habitude de les accompagner. Donc, aucune obligation, hein, si vous avez fait le choix de la micro-entreprise, c'est très bien, je vous encourage à continuer vos recherches. Si vous êtes intéressé par contre, effectivement, potentiellement, hein, par le portage de la coopérative, venez nous voir parce qu'on sait effectivement gérer ces sujets-là. Kamel, la coopérative a l'air plus intéressante. Pourquoi les commerciaux mettent en avant le portage, plus que la coopérative? Alors en fait, pour la simple et bonne raison, nous, on a un cas, c'est un cas assez particulier, hein, chez Jump, on gère les 2, mais en réalité, vous ne trouverez, à ma connaissance, aucune entreprise qui propose les 2 statuts, à la fois portage et coopérative. C'est vrai que chez nous, la majorité aujourd'hui des clients, de manière totalement transparente, vont plutôt choisir la coopérative que le portage pour ses possibilités comme ça, comme vous le voyez ici, d'optimisation en termes de charges. Donc plutôt, nos clients vont plutôt choisir la coopérative que le portage. Mais donc, très souvent, vous trouverez en fait, Kamel, pour répondre à votre question, soit des coopératives, soit des sociétés de portage en fait, hein. Donc c'est 2 mondes un peu différents et donc c'est pour ça que, vous n'entendrez pas parler et de l'un et de l'autre à part chez nous. Hem, URL 55 de charges, y compris URSSAF. Alors, Eric, je suis pas sûr d'avoir, très bien saisi, la question, mais donc plutôt moi ce que je disais, c'était plutôt que le taux de cotisation global est autour de 45 effectivement tout compris, hein, effectivement tout compris. Et Vincent, 23 maintenant, effectivement, je crois que vous avez raison, je crois que c'est 22,9 pour être net, pour être précis et donc il faudrait qu'on mette à jour la présentation, 23. Parfait, Kamel. Zaki, est-ce que les sociétés de portage ou coopératives acceptent de payer le freelance via la facturation au lieu d'un salaire, dans le cas où les clients souhaitent centraliser les freelances et les sites de portage. Heu, alors désolé, hein, je relis la question, je suis pas sûr de l'avoir bien, compris. Alors, je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais de ce que je comprends, est-ce que c'est possible de payer le freelance autrement que par un salaire? Hem, non. En fait, en portage salarial et en coopérative, l'argent, enfin, vos revenus sont encaissés au sein de la société de portage salarial ou de la coopérative et à ce titre-là, ne peuvent sortir que de 2 manières. Soit en frais professionnels, en remboursement de frais professionnels, auquel cas,
vous sortez cet argent de la coopérative ou de la société de portage salarial sans frais, sans charge, c'est des remboursements de frais professionnels, soit il passe dans la moulinette des charges sociales pour vous payer un salaire à la fin du mois. Voilà, donc c'est les 2 seules options. À partir du moment où vos revenus sont rentrés dans la boîte de portage, ils sortent soit en frais professionnels, sans charge, soit en salaire chargé. Voilà, et donc auquel cas, vous avez environ 45 du chiffre d'affaires ou 30 au mieux en coopérative. Mais donc il n'y a pas d'autres options, hein, pour sortir son argent d'une société de portage ou d'une coopérative. Et donc voilà, et donc Rami, comment fonctionne la coopérative par rapport au portage en termes de salaire? Heu Comment fonctionne la coopérative par rapport au portage en termes de salaire? Eh bien, alors ça fonctionne de la même manière dans le sens où le salaire va être payé, de la même façon. Par contre, si vous voulez une réponse, précise à cette question que je n'ai pas mentionnée avant, c'est que la coopérative est éligible à ce qu'on appelle les réductions Fillon, voilà, qui sont des réductions de charges sociales, pour, des salaires qui se situent dans une certaine tranche de revenus. Entre, allez, je dirais entre le SMIC et 3 000 € et quelques bruts par mois. Donc, si vous versez ce type de salaire en coopérative, le niveau de charge est très, très bas. Et donc, il peut y avoir un scénario dans lequel, finalement, vous combinez l'entreprise individuelle d'un côté, et la coopérative de l'autre, pour avoir une assise, sécuritaire, forte avec la coopérative et maximiser vos revenus heu, en entreprise, avec votre micro-entreprise à côté. Hem, pour rebondir sur la question d'Étienne, est-il possible de déduire la TVA des achats en micro-entreprise? J'ai vu la question au-dessus. Je ne saurais pas répondre, Camille, avec précision, malheureusement, sur ce point-là. Ce que je sais, c'est que les frais ne sont pas, déductibles et que la TVA ne s'applique pas en dessous de 39 200 €. Peut-être que je loupe quelque chose là sur la question, et donc je navré que ça ne réponde pas à la question, mais j'aurais pas beaucoup plus d'éléments à vous fournir sur ce point-là. Voilà, désolé. Est-ce qu'on a l'impôt sur le revenu normal? Heu, voilà, moi Arnaud, merci pour la contribution. Oui, la TVA des achats est, déductible. Hem, Vincent, est-ce qu'on a l'impôt sur le revenu normal sur les dividendes en SASU? Heu Alors c'est une flat tax qui sera appliquée de 30. Heu, voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc ça, voilà, ça ce sera un taux qui sera, fixe et unique. Donc après ces 30, je ne veux pas vous dire de bêtises. Heu je en parallèle, je regarde un petit peu là sur mes documents. Non, parce qu'en fait, voilà ce que je regarde, mais en fait, si vous voulez, dans les 30, ils sont composés de deux parties. Il y a 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 au titre des prélèvements sociaux. Voilà. Donc effectivement, ça, comprendra, tout, Vincent. Peut-on lisser les salaires ou différer le versement? Heu, alors, si on parle du portage, oui, on peut lisser ses salaires, ce qui rentre, dans votre entreprise de partage. Alors pas chez toutes, pour des soucis opérationnels, toutes ne le proposent pas, mais nous on le fait. Ce qui rentre chez Jump, pour parler de ce que je connais le mieux, ce qui rentre chez Jump en partage, OK. Ce qui rentre chez Jump, n'est pas forcément ce qui en sort. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, et on a le cas d'ailleurs, hein, d'indépendants qui vont facturer upfront, l'intégralité d'une mission, au forfait. Mettons qu'on encaisse 30 000 € d'un coup. Rien ne vous oblige à, vous verser un salaire, à consommer ces 30 000 € pour vous verser un salaire sur le mois. Vous pouvez tout à fait décider, de vous verser avec ces 30 000 €, d'en consommer 10 fois 3 000 € par exemple. Et c'est là où c'est hyper intéressant en coopérative, parce que si vous consommez justement une partie, assez entre guillemets «assez faible» de votre revenu, en coopérative, le niveau de charge sera très bas. Et donc typiquement, vous encaissez 30 000 € pour une mission, qui a duré 6 mois, vous avez tout intérêt à faire 10 fois 3 000, parce qu'en fait, vous paierez beaucoup moins de charges, et donc vous maximiserez vraiment vos revenus en faisant de la sorte. Mais donc vous pouvez tout à fait lisser vos salaires. Heu, vous pouvez même verser un salaire à zéro en soi, en portage. Voilà. Florian, en portage ou micro, peut-on déduire
des frais liés à l'utilisation d'une pièce, alors oui, on peut le faire, Florian, on peut tout à fait le faire. On le propose d'ailleurs nous. Alors pareil sur les frais professionnels, vous verrez d'une entreprise à l'autre, toutes les boîtes ne gèrent pas tout de la même manière, parce que derrière c'est voilà de la gestion opérationnelle et tout vont gérer de manière un peu différente. En tout cas oui, on peut déduire, même une partie finalement de, son, loyer, en frais professionnels. Pourquoi? Parce que si on y travaille et bien, en fait, ça peut être considéré comme des bureaux, et donc selon, certaines recommandations, de l'URSSAF et cetera, donc il y a tout un tas de règles, nous, qu'on s'applique, on va être capable de déduire une partie de votre loyer, en frais professionnels. Voilà, donc ça fait une énorme différence, puisque c'est autant d'argent que vous sortirez de la boîte de portage, sans charge. Pareil pour les indemnités kilométriques, hein, pour ceux qui prennent leur véhicule pour aller travailler, je précise, c'est un dispositif extrêmement performant, hein, que ce soit en CESU, ou en portage pour, réduire ses charges. Vous roulez, vous avez des frais qui sont associés, ils sont réels, ils sont là, vous les avez payés. Ça vous donne heureusement le droit derrière, de ne pas payer de charges, en sortant, en frais ces indemnités kilométriques. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je vais peut-être Oui, continuer, pour finir la présentation et ensuite essayer de filtrer avec ton aide, Héloïse, bien heu, sûr. quelques questions, finales pour, finir tout ça. Les possibilités de collaboration, c'est important. Hem alors en portage, pas de possibilité de sous-traiter, d'embaucher ou de s'associer. Je le précise parce que ça peut être intéressant pour certains. Pour certains, vous allez travailler à plusieurs sur une mission, ça peut exister. Vous allez pouvoir vouloir embaucher, je sais pas, un apprenti ou un stagiaire, ou peut-être vous dire: «Demain, je vais me laisser cette possibilité de m'associer à quelqu'un si mon entreprise fonctionne et que je suis à l'aise dedans». Si vous voulez le faire, choisissez plutôt une SASU ou une URL. Vous avez la possibilité de transformer votre URL en SARL ou votre SAU, ou votre SASU pardon, en SAS, donc choisissez plutôt ce format. Hem, heu et pour la sous-traitance, vous pourrez le faire aussi en entreprise individuelle. Je crois qu'il y a des dispositifs pour avoir, une embauche, sous la forme d'un stage ou d'un apprentissage en entreprise individuelle, mais enfin bon, assez, pas tout à fait adapté pour. Donc je dirais que si l'objectif, c'est de collaborer sous la forme de la sous-traitance, de l'embauche, de l'association, choisissez plutôt l'entreprise. Sinon, tous les autres modèles conviendront, parfaitement. Je fais, une dernière parenthèse sur l'accès au logement et à l'emprunt, parce que c'est un sujet qu'on voit très souvent revenir. Les modèles diffèrent. Si vous êtes, sous toute autre forme que le partage de la coopérative, vous allez devoir montrer quoi à votre banquier pour emprunter? Vous allez devoir montrer, 3 bilans comptables, de préférence positifs. Alors ce qui est tout à fait possible de faire et heureusement, on peut tout à fait emprunter avec ces statuts-là. Mais donc effectivement, c'est un temps qui est assez long, en tout cas pour rassurer son banquier avec ces éléments-là. Là où effectivement en portage ou en coopérative, vous allez être finalement, considéré comme un salarié et donc à ce titre-là, on va demander de, hem, vous allez devoir présenter, votre CDI et des bulletins de paie, pour, constituer votre dossier. Donc vous voyez le temps, d'accès à votre projet est beaucoup plus court. Vous maximisez vos chances de réussite, hein, pour le dire clairement en portage, en coopérative, plutôt que sur d'autres statuts. Bien qu'encore une fois, ce soit tout à fait possible d'y parvenir autrement, hein, qu'en portage ou en coopérative. Hem Voilà un petit peu. On arrive au bout des 45 minutes. Si on se laisse 5 minutes, je parle, de Jump aussi puisque, je suis venu aussi ici pour, les curieux qui souhaitaient en savoir plus sur ce qu'on, fait. Vous l'avez compris, hein, à travers ma présentation, ce qu'on fait nous, c'est, côté portage salarial et coopérative, donc on vous donne la liberté des indépendants avec les avantages des salariés, et en toute sérénité. Pourquoi? Parce que, pas justement de, démarches administratives à lancer, pas de comptabilité à gérer, aucune paperasse en fait, pas de TVA, pas de cotisation à payer. Vous avez un modèle qui est clé en main dans lequel, vous avez une simplicité, totale et une sécurité qui est vraiment sans concession. Vous avez une plateforme pour tout gérer. Je vous enverrai aussi, des éléments pour, y accéder. D'ailleurs, je peux aussi le faire, maintenant. Voilà, je vous passe un lien là, dans le chat pour ceux qui souhaitent, voir le compte, démo. Mais donc vous avez, accès à travers cet outil-là et c'était ce que je cherchais à démontrer tout à l'heure. Pas besoin de compte bancaire, pas besoin d'outil de facturation, pas besoin de, vous avez tout qui vous est fourni par Jump et vous avez absolument tous les éléments, pour gérer votre activité professionnelle en toute autonomie. Heu vous avez la possibilité de lisser vos salaires, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Et donc, pour démarrer,
je vous invite finalement à prendre contact avec nous, justement dans le cadre du partenariat qu'on a avec le Hibou. On travaille avec le Hibou ensemble depuis maintenant plusieurs années. On a accompagné de très nombreux indépendants dans leur activité professionnelle, ayant trouvé leur mission chez le Hibou et souhaitant se faire accompagner par Jump pour gérer leur activité professionnelle. Donc prenez contact avec nous. Vous voyez, il y a un lien en fait qui est propre à notre partenariat. Je vais vous le transmettre tout de suite. Voilà, on pourra rentrer plus en détail avec vous selon les spécificités de chacun, vos objectifs, l'emprunt, les frais, la sécurité. Voilà, il y a tellement de cas spécifiques. Vraiment, prenez rendez-vous et on pourra rentrer plus en détail sur votre situation personnelle. Je vous mets le lien juste ici. En tout cas, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. J'espère vous avoir donné des pistes. J'ai essayé de les segmenter en grandes familles. Ça me fait réaliser quand même qu'en 45 minutes, c'est compact. Énormément de questions, malheureusement, auxquelles je n'ai pas pu répondre. Enfin, j'ai répondu quand même une bonne partie, mais voilà. Écoutez, à nouveau, j'espère que ça vous aura été utile. Héloïse, je te laisse peut-être le... Ouais, dans tous les cas, on va vous envoyer les slides ainsi que le replay du webinaire d'ici la fin de semaine. Donc, vous pourrez revoir toutes les slides et prendre le temps de tout bien assimiler. Est-ce que tu veux qu'on réponde encore à 2-3 questions ou on se dit que les questions un peu personnelles, ils vous enverront un mail directement et vous pourrez y répondre à l'issue? Oui, tout à fait, oui. Ok. Moi, j'étais en train de lire en parallèle là, les petits messages de Les petits remerciement. commentaires, oui. J'étais un peu déconcentré en lisant les remerciements des uns des autres. Tout à fait, on vous fera parvenir le replay. Et donc, on est à votre disposition pour répondre évidemment à toutes vos questions. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup, Maxime, et à bientôt. Parfait. Merci à tous. Merci Héloïse et bonne journée à tous.